Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement, un mur dans le nord du désert saoudien. Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire, et il ne s'agit pas d'un simple mur. Non, il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Nata, était une ville oasis, et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis, située dans la région de Khaybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2300 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement. Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes. Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral, soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride. Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte, des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon. Au large des côtes égyptiennes, elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Aujourd'hui, les fouilles avancent et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Frank Gaudio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Tonis Héracléon était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée.
C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée. Et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Godio la redécouvre en l'an 2000. Depuis, plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme Eldorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol. Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple khazarabe qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes LIDAR ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes. Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes LIDAR venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au LIDAR, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle, car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation khazarabe n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles. Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Khazarabes ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Khazarabes ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère. Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors,
Comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3, la plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ikis étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant JAC. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent ». Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture? Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère.
Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930, lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Si vous franchissez cette petite porte de pierre à Hiérapolis, en Turquie, vous risquez de ne jamais en revenir vivant. Dans l'Antiquité, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de portail vers les enfers. Les Romains entraient avec des taureaux en parfaite santé, et après quelques minutes, ils voyaient ces animaux s'effondrer, comme s'ils avaient été frappés par une force mystérieuse. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'arrivait rien aux hommes, qui entraient et sortaient sans problème. Aujourd'hui, des études pourraient apporter une réponse à ce phénomène étrange. Tout cela serait lié à la taille des personnes. La porte, connue sous le nom de Plutonium, du nom de Pluton, la divinité du monde souterrain, est une porte de pierre qui ouvre sur une petite grotte de 3 mètres carrés. Mais le vrai danger est ce qui se passe en dessous. Hiérapolis se trouve sur une zone géologique très active. Et une grande fissure sous la ville émet constamment du dioxyde de carbone volcanique qui se présente sous la forme d'un brouillard visible. Pendant la journée, le soleil dissipe le gaz. La nuit, le gaz forme une sorte de lac sur le sol abrité de l'arène. À l'aube, vous devez sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit est particulièrement dangereux juste avant le lever du soleil, lorsque la concentration de dioxyde de carbone, à environ 40 cm au-dessus du sol, atteint les 35%. Cela signifie que les oiseaux, les taureaux et même les humains peuvent suffoquer et mourir en quelques minutes. Mais il y a une explication scientifique qui permet de comprendre comment les Romains s'en sortaient indemnes. La concentration en dioxyde de carbone diminue rapidement avec l'altitude. Ainsi, les animaux périssaient tandis que leurs maîtres, plus grands et debout, pouvaient ressortir et respirer en toute sécurité. La plupart des gens ne peuvent pas rester à l'intérieur du fort de Bangar après le coucher du soleil. Ce site du XVIe siècle, situé à environ 235 km de Delhi, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de l'Inde. Pendant la journée, la zone est animée. Les visiteurs franchissent la porte principale, autrefois grandiose, pour admirer les ruines des temples et des palais. Mais ils verront aussi ce grand panneau sur la porte,
qui avertit tout le monde que l'accès est strictement interdit après la tombée de la nuit. C'est probablement parce que, la nuit, selon les habitants, on peut entendre des femmes crier et pleurer à cet endroit, ainsi que des bruits de bracelets qui s'entrechoquent et de la musique étrange. D'autres ont rapporté avoir vu des ombres et des lumières clignotantes dans les ruines, et même avoir senti un étrange parfum. Yawata no Yabushirazu est une forêt japonaise dont l'accès est extrêmement réglementé. Située à Ichikawa, elle n'est pas très vaste, s'étendant sur un peu plus de 33 mètres carrés, et elle est principalement constituée d'une épaisse parcelle de bambou mozo. Son emplacement à côté d'un parking et de bâtiments modernes la rend peu intimidante. Mais ne vous fiez pas à ses apparences. Depuis au moins le début du 19e siècle, les gens disent que quiconque entre dans cette forêt est voué à disparaître et à ne jamais revenir. Ainsi, dès votre arrivée, un panneau situé à proximité de la forêt vous informe de son histoire et de la malédiction qui y serait associée. Certaines rumeurs évoquent la présence effrayante d'un ancien seigneur samouraï qui se promènerait dans les parages. D'autres légendes affirment que la forêt cache un puits sans fond, rempli de gaz toxiques. Que ces histoires soient vraies ou non, aujourd'hui, la zone est entourée de murs de pierre et il est toujours strictement interdit d'y pénétrer. Dans une vallée portant le nom de Dark Country Forest, dans le Connecticut, vous trouverez Dudley Town, mais vous ne devez absolument pas y pénétrer. Non seulement le terrain est une propriété privée depuis les années 1920, mais il est également connu comme l'un des endroits les plus effrayants de la planète. Cet endroit a été colonisé pour la première fois au début des années 1740, et bon nombre des premiers colons appartenaient à la famille Dudley. C'est pourquoi on l'appelle Dudley Town. Une rumeur locale veut que les fondateurs de la ville descendent d'Edmund Dudley, un noble anglais condamné à la peine capitale pour trahison. La légende dit que cette malédiction a suivi la famille Dudley de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Amérique. Ce malheur serait à l'origine de mauvaises récoltes, de problèmes mentaux et de plusieurs incidents tragiques dans le village. Encore une fois, il ne s'agit que de rumeurs, car les historiens n'ont trouvé aucune preuve réelle pour étayer ces affirmations. Néanmoins, l'obscurité et l'atmosphère sinistre du lieu ont alimenté les histoires de fantômes dans les années 80. Cela a conduit à de nombreux cas de vandalisme au cours de la décennie suivante, et à cause de cela, les propriétaires fonciers ont fermé la zone au public. Ce vieux bâtiment abandonné était autrefois le palais luxueux de la famille du roi Farouk, qui fut l'avant-dernier roi d'Égypte en 1936. Après le décès des membres de sa famille, le palais a été transformé en morgue. Les habitants de la région affirment qu'aujourd'hui, l'endroit est vraiment effrayant et interdit d'accès. Certaines personnes ont déclaré avoir vu des ampoules vaciller et des ombres se déplacer en produisant des bruits étranges. Un jour, un groupe d'enfants serait entré à l'intérieur et aurait complètement paniqué en découvrant que toutes les portes avaient soudainement disparu, les laissant dans l'obscurité la plus totale. Ils n'auraient eu d'autre choix que de crier à l'aide. Cette île hawaïenne est interdite d'accès depuis plus d'un siècle. Elle s'appelle Niihau et est la plus petite île habitée d'Hawaï, avec une superficie d'environ 180 km². Elle compte environ 84 habitants. L'île ne dispose pas de réseau de téléphonie mobile, de routes goudronnées ou de lignes électriques, seulement de panneaux solaires pour l'électricité. Une seule famille est propriétaire de l'île depuis 1964, lorsqu'un fermier écossais l'a achetée pour $10 000. Ce qui équivaudrait à environ $250 000 aujourd'hui. L'île est restée dans la famille, transmise aux descendants du fermier, les Robinson. Depuis, elle est restée privée et son accès est donc très restreint et se fait essentiellement sur invitation. Les tunnels d'Erdstall sont un réseau d'environ 2000 passages souterrains mystérieux que l'on trouve principalement en Europe centrale, notamment en Autriche et en Bavière. Ces tunnels sont généralement étroits et exigus, souvent juste assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler à la fois, et on pense qu'ils remontent au Moyen-Âge, peut-être au XIIe siècle. Ce qui intrigue le plus dans ces tunnels, c'est leur raison d'être. Malgré de nombreuses recherches, personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. Une théorie veut qu'ils aient été utilisés pour le stockage, mais comme beaucoup d'entre eux se trouvent en dessous du niveau de la mer et sont parfois remplis d'eau, cela ne semble pas très pratique. Ces tunnels ont des sections très étroites, assez angoissantes, et des chutes soudaines, ce qui ne semble pas non plus pratique pour un usage ordinaire. Voies d'évacuation, cachettes, lieux de spiritualité par exemple. Pour rendre les choses encore plus mystérieuses, on n'y a trouvé aucun artefact, ce qui rend leur raison d'être encore plus difficile à expliquer et à comprendre. Depuis 2019,
Les aventuriers peuvent se faire arrêter s'ils tentent d'escalader ce rocher. Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock, est interdit d'accès car il est désormais considéré comme un site sacré par les communautés locales. Mais le fait qu'il soit aussi extrêmement dangereux a probablement joué un rôle important dans la décision de le fermer aux visiteurs. Ce rocher mesure 348 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 80 étages. L'ascension de son sommet peut être très glissante, et les températures peuvent y atteindre 47 degrés Celsius en été, ce qui a entraîné des décès dus à la déshydratation et à des coups de chaleur. Un phénomène encore plus effrayant se produit au sommet du rocher juste après les orages. Lorsqu'il pleut, de petits crustacés ressemblant à des têtards, et qu'on appelle des triopes, éclosent dans les trous d'eau temporaires et les bassins rocheux de l'Uluru. Ces créatures aux allures d'extraterrestres mesurent environ 7,6 cm de long et répandent leurs œufs super résistants un peu partout. Lorsque les pluies estivales sont au rendez-vous, ces petites bêtes éclosent puis se déchaînent, se nourrissant des micro-organismes et des bactéries présents dans l'eau. On ne sait toujours pas comment ces étranges créatures se retrouvent dans les bassins éphémères au sommet de l'Uluru, mais selon toute vraisemblance, c'est le vent qui transporte leurs œufs jusque-là. Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter une ou deux inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architectes. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 desert kites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces mustatils. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés, ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud,
parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret Ezzoua, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option. Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaré, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à des labyrinthes, qui donnaient accès à plus de 20 chambres différentes. Il faudrait jusqu'à 2 heures pour s'y promener de long en large. Et apparemment, nos ancêtres ont également utilisé ces murs pour représenter des animaux et des scènes de chasse. Il n'y a cependant aucune preuve absolue de l'usage que l'on faisait de ces Djedar, hormis leur fonction funéraire. En attendant, je suis sûr que les déserts de notre monde regorgent de bien d'autres mystères qu'il nous appartient encore de découvrir. On se reverra donc une prochaine fois pour continuer nos explorations. Lorsqu'on se figure une scène épique dans le désert, avec son soleil écrasant, ses dunes infinies et ses oasis presque surnaturelles, il est naturel d'imaginer le mythique Sahara, n'est-ce pas? Pourtant, que diriez-vous si l'on vous apprenait qu'il y a 11 000 ans, cette vaste mer de sable brûlant avait une apparence radicalement différente? Bien sûr, personne n'était là pour en témoigner, mais on raconte qu'à cette époque, ce que nous appelons aujourd'hui un désert était un véritable Éden,
parsemée de lacs, de rivières, de prairies verdoyantes et même de forêts. Alors, où donc est passée toute cette eau? Il existe de nombreux récits sur ces temps anciens où les déserts étaient recouverts de jungles et de forêts luxuriantes, jusqu'à ce qu'un bouleversement, qu'il s'agisse de changements climatiques ou de séismes titanesques, transforme ces terres fertiles en dunes arides. Mais que penseriez-vous d'une hypothèse selon laquelle le Sahara aurait été transformé en désert par les activités humaines et des chèvres? Au fil des millénaires, le Sahara a connu des alternances marquées entre périodes humides et sèches, principalement en raison de légères variations dans l'inclinaison orbitale de la Terre, influençant la quantité de rayonnement solaire reçu par l'atmosphère. Il y eut même des phases appelées périodes humides africaines, où des pluies abondantes métamorphosaient ce paysage aride en un écrin de verdure éclatante. Cependant, entre 8 et 4500 ans avant notre ère, un phénomène inhabituel a bouleversé la région. Certaines zones sont passées d'un climat humide à un climat aride bien trop rapidement pour que cela puisse s'expliquer uniquement par des variations orbitales. En un laps de temps relativement bref, le Sahara verdoyant a laissé place au désert que nous connaissons aujourd'hui. Si vous interrogez les scientifiques sur la raison de ce changement, ils évoqueront sans doute une mauvaise paramétrisation des données. Ce jargon pourrait sembler nébuleux, alors permettez-nous de traduire. Cela signifie qu'eux-mêmes n'en sont pas sûrs et qu'il leur manque encore plusieurs pièces du puzzle. En analysant d'anciens échantillons de sol et de pollen, les chercheurs ont cependant relevé une tendance intrigante. Là où des pasteurs, des humains accompagnés de leurs bêtes domestiques, avaient dû séjourner, la végétation semblait se modifier. À croire que chaque fois que ces hommes et leurs troupeaux traversaient des étendues verdoyantes, ils ne laissaient derrière eux que broussailles et paysages désertiques. Quelle ironie! Il semble en effet que le surpâturage pratiqué par ces populations ait contribué à assécher l'atmosphère, car les plantes, en libérant de l'humidité, participent à la formation des nuages. Cette déforestation aurait intensifié l'ensoleillement, précipitant ainsi la fin des périodes humides. Par ailleurs, il est probable que nos ancêtres aient fait un usage excessif du brûlis pour accroître leurs terres, accélérant davantage l'avancée du désert. Quoi qu'il en soit, les scientifiques s'accordent à dire que ce Sahara luxuriant serait redevenu un désert, même en l'absence d'intervention humaine, un phénomène attribué au cycle naturel de la Terre. Inutile donc de faire reposer l'entière responsabilité de cette transition brutale sur l'homme. Ce changement pourrait simplement refléter les interactions entre la végétation et les cycles de poussière. Il reste difficile de déterminer les causes de ces changements, tant les facteurs sont interconnectés. Lors de la dernière période humide, le Sahara abritait des chasseurs-cueilleurs. Avec son assèchement progressif, ces populations se sont tournées vers l'élevage pour subvenir à leurs besoins, mais il est tout aussi envisageable que le surpâturage ait contribué à accélérer la dégradation des paysages. Alors, quelle est la véritable origine de ce phénomène? L'œuf ou la poule? Dans ce cas précis, l'humain ou la vache? Les preuves disponibles aujourd'hui ne permettent pas encore de trancher. De nos jours, on peut affirmer que l'eau ne constitue plus un problème insurmontable dans le Sahara, malgré son immensité désertique et le fait que l'air des forêts verdoyantes soit révolu. La technologie offre des solutions inédites, comme le bassin de Nubie, le plus vaste réservoir d'eau souterraine au monde. Ce trésor hydraulique, situé sous la bordure orientale du désert, s'étend sur 4 pays du nord-est de l'Afrique, le Soudan, le Tchad, la Libye et l'Égypte. Il couvre environ 2 millions de kilomètres carrés et contient près de 150 000 kilomètres cubes d'eau souterraine. Il suffit de voir les infrastructures déployées lors de sa mise en œuvre. C'est le plus grand projet d'irrigation de la planète, rendant possible une vie prospère au cœur du Sahara. Mais imaginez vivre dans le Sahara avec une unique source d'eau. Cela paraît inconcevable, n'est-ce pas? Pourtant, les anciens Garamantes y sont parvenus, non seulement en survivant, mais en prospérant pendant près d'un millénaire, malgré l'absence de moussons ou de rivières alimentant leurs refuges désertiques. Ces ingénieux pionniers ont été les précurseurs de la vie urbaine au cœur des sables, au point d'attirer l'attention des Romains, qui ne pouvaient qu'admirer leur génie. Tandis que beaucoup les considéraient comme de simples nomades, les Garamantes bâtissaient un véritable empire sous l'un des climats les plus hostiles de la planète. Mais quel était leur secret? Ils ont fait preuve d'une remarquable ingéniosité en creusant un vaste réseau souterrain pour exploiter un aquifère de grès gigantesque. Ils extrayaient littéralement chaque goutte d'eau de la profondeur des dunes. Mais des études récentes révèlent que, bien qu'ils fussent laborieux et ingénieux,
les Garamantes ont également bénéficié d'une bonne dose de chance. Les Garamantes disposèrent d'un aquifère souterrain qui acheminait l'eau jusqu'à une colline où ils mirent en place plus de 500 fogaras, des systèmes d'irrigation remarquables, certains s'étendant sur plus de 4 km. Ces dispositifs fonctionnaient comme une paille, permettant l'irrigation de leur culture pendant près d'un siècle, d'autant que de faibles précipitations suffisaient à recharger le système. Cependant, le manque de pluie finit par épuiser cet aquifère. Pour en exploiter à nouveau les ressources, il aurait fallu creuser davantage de tunnels et mobiliser un plus grand nombre d'ouvriers. Une tâche complexe dans un contexte marqué par des pénuries alimentaires et hydriques. Vous devinez sans doute ce qu'il advint des Garamantes dans de telles conditions. La disparition de la culture garamante semble liée à plusieurs facteurs. Les changements climatiques ont probablement joué un rôle, mais il est également plausible qu'ils aient surexploité leurs réserves d'eau. À l'époque, le Sahara était une région fertile, grâce notamment aux ingénieux systèmes d'irrigation mis en place. Cependant, l'eau fossile étant une ressource non renouvelable, les nappes phréatiques s'asséchèrent progressivement, précipitant vraisemblablement le déclin de ce royaume dès la fin du 7e siècle. Ce déclin évoque l'histoire de quelqu'un qui remporte un énorme pactole, dilapide ses richesses et se retrouve à retourner à un quotidien bien moins enviable une fois ses économies épuisées. D'ailleurs, même si les Garamantes avaient laissé derrière eux quelques témoignages de leur sagesse, il est fort probable que nous ne parvenions jamais à en percer le sens. Nous ignorons la langue qu'ils utilisaient, et leurs textes demeurent à ce jour presque entièrement indéchiffrables. Revenons au Sahara vert. Ce désert s'est formé il y a environ 4500 ans, mais nous avons aujourd'hui un aperçu fascinant de la vie à cette époque grâce à des parcs naturels en Afrique. Ces lieux abritent une extraordinaire galerie d'art à ciel ouvert, avec plus de 15 000 peintures et gravures anciennes illustrant le quotidien des habitants d'il y a quelques 11 000 ans. Enfin, si les gravures ne suffisent pas et que vous souhaitez découvrir un véritable désert transformé en jardin fleuri, un voyage en Californie s'impose. Vous pourrez y observer l'un des plus beaux phénomènes naturels, la superfloraison. Imaginez une explosion de couleurs, orange, vert, rose, dans un désert aride après plusieurs années de pluie dans des zones habituellement sèches. Ce spectacle éblouissant, visible depuis l'espace, fait du désert un tableau vivant d'une rare beauté. Ce phénomène rare se manifeste également dans d'autres zones arides et déserts, notamment en Afrique de l'Ouest et australe, en Australie occidentale et au Chili. Ces régions, où les étés sont torrides et secs, bénéficient en hiver d'un air doux et humide, offrant un cadre parfait pour une floraison spectaculaire. Les graines de fleurs enfouies dans les sables du désert peuvent patienter pendant des décennies avant de germer. Lorsque le soleil brûlant élimine toutes les herbes et que des précipitations suffisantes viennent humidifier le sol, c'est comme si les graines décidaient que leur heure est venue. À ce moment-là, des centaines de milliers de touristes affluent pour immortaliser ces paysages et partager leurs clichés enchanteurs sur les réseaux sociaux. Hélas, cet afflux représente une menace sérieuse pour ces fleurs fragiles. Si vous visitez de tels sites, veillez à ne pas les cueillir ni les écraser. Restez sur les sentiers balisés. Ne laissez aucun déchet. Et limitez-vous à prendre des photos, tout en laissant seulement vos traces de pas derrière vous. C'est clair? Très bien. Tu viens d'arriver à ton endroit préféré sur une plage déserte. C'est tellement calme ici que tu commences à t'assoupir. Mais quand tu ouvres les yeux, c'est le choc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie maison là qui vient d'apparaître sur le rivage? On dirait un peu le début d'un roman de science-fiction, mais pas si tu vis près de cette plage du Salvador. On y trouve une maison abandonnée qui semble mystérieusement avoir été rejetée par les flots. Comment cette villa est-elle arrivée là? Et comment est-ce que personne ne l'avait remarqué jusqu'ici? Cette énigmatique bâtisse se trouve à 60 km au sud de San Salvador, la capitale du Salvador. Les habitants disent que la maison était autrefois un hôtel, portant le nom de Puerto Ventura. À l'époque de sa construction, son principal attrait était le fait qu'il se trouvait vraiment très proche de la mer. Malheureusement, les contremaîtres ont dû faire quelques erreurs. Une raison à cela, c'est qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un permis de construire officiel. L'hôtel était trop proche de l'eau et dangereusement exposé aux éléments. Cette villa, de style romain, se trouve à présent à seulement 15 mètres du bord de la mer lorsque la marée est basse. On ne peut y accéder que le matin. Car plus tard dans la journée, les marées remplissent complètement le rez-de-chaussée d'eau salée. Cet hôtel de 2 étages n'est désormais plus qu'une ruine. Sa façade est très impressionnante avec ses piliers à la romaine. Elle possède aussi de grandes fenêtres au 2e étage.
Tu peux encore voir des parties de la structure en métal, ainsi de ce qu'il reste de la porte d'entrée du deuxième étage. Il y a des gradins au sommet du bâtiment, les touristes viennent parfois s'y asseoir. De plus en plus de personnes parcourent la zone pour prendre des photos, même si arpenter la maison est un peu dangereux. On ignore depuis combien de temps elle se trouve là où elle est aujourd'hui. Mais certains des habitants affirment que ça fait au moins 20 ans. La plupart des gens ignoraient son existence jusqu'à sa découverte par un utilisateur de TikTok en 2021. Mais cela ne répond pas à la question. Comment l'hôtel s'est-il retrouvé à cet endroit? C'est là que les choses deviennent un peu floues. Tandis que certains habitants prétendent que le bâtiment a été abandonné il y a des décennies, d'autres affirment qu'il a été déserté après le passage de l'ouragan Mitch dans la région en 1998. L'ouragan Mitch fut l'un des phénomènes météorologiques les plus violents jamais enregistrés en Amérique centrale. Pendant la tempête, les vents ont soufflé à une vitesse de 290 km/h. Et l'ouragan a duré environ 15 heures. Il a également causé d'immenses averses et par suite, il y a eu des inondations et de nombreux glissements de terrain. Étant construit si près du littoral, l'ancien hôtel avait peu de chances de résister à ces conditions météorologiques extrêmes. Et il aura été littéralement entraîné. Après un moment passé sous le soleil brûlant, tu rêveras peut-être de boules de neige rejetées sur le rivage. Tu sais, pour que la température baisse un peu. Je ne plaisante pas. Cet étrange phénomène naturel s'est bel et bien produit en 2016. Une étendue d'environ 18 km le long de la côte du golfe de l'Ob, en Sibérie occidentale, a été recouverte par d'énormes boules de neige. À cause des basses températures, des petits morceaux de glace ont commencé à se former dans l'eau. Ensuite, le vent et les vagues les ont roulés et transformés en de gigantesques boules de neige. Certaines d'entre elles faisaient la taille de balles de tennis, mais d'autres faisaient jusqu'à 1 mètre de large. En 2012, une moto Harley-Davidson Night Train de 2004 est arrivée sur le rivage d'une plage de Colombie-Britannique. Elle avait été soigneusement placée à l'intérieur d'un conteneur de transport. Cela a pris du temps, mais on a fini par retrouver son propriétaire. Il s'appelait Ikuo Yokoyama. Et il avait perdu sa moto après le tsunami qui a frappé le Japon le 11 mars 2011. Pour arriver à sa destination finale, cette Harley-Davidson a parcouru plus de 6500 km. Pour célébrer son voyage et son arrivée, Yokoyama a fait don de la moto au musée Harley-Davidson de Milwaukee. Elle y est exposée depuis, des fois que tu voudrais la voir. Ce phénomène étrange te donnera l'impression que quelqu'un a renversé du liquide vaisselle sur la plage. Mais cela arrive souvent dans le Queensland. L'écume de mer y recouvre complètement le rivage plusieurs fois par an. Cela se produit surtout après une tempête, lorsque les vagues de l'océan déplacent la matière organique dissoute dans l'eau. En gros, c'est comme une machine à glace géante. Après le cyclone Debbie en mars 2017, certaines plages ont dû être fermées en raison des énormes quantités d'écume blanche. Le vent a même emporté une partie de cette écume dans les villes voisines, faisant croire aux habitants qu'il neigeait. Serais-tu surpris de voir un dé en métal rouillé de 2 mètres sur 2 échouer sur la plage de ton patelin? Parce qu'en 2017, les habitants de Cœur d'Allen, dans l'Idaho, l'ont certainement été. Il s'avère qu'il s'agissait d'un vieux réservoir de stockage. Quelqu'un avait décidé de l'embellir un peu en ajoutant des taches blanches pour le faire ressembler à un dé. En 1992, des milliers de canards en caoutchouc ont été échoués en mer après que le grand porte-conteneurs qui les transportait ait été frappé par une vague. Comme tu peux l'imaginer, les canards ont commencé à apparaître dans le monde entier, à Hawaï, en Alaska, en Amérique du Sud, en Australie, en Europe et même dans l'Arctique. On estime que quelques centaines de ces canards en caoutchouc malchanceux errent encore dans les océans. Fait intéressant, ils se sont révélés très utiles pour les scientifiques. En se basant sur leurs mouvements, les chercheurs ont pu suivre les directions des courants marins. Si tu aimes les dinosaures, tu seras heureux d'apprendre que les océans peuvent aussi rejeter des fossiles sur la terre ferme. En 2018, une grande mâchoire de dinosaure est apparue à Lilstock Beach dans le Somerset en Angleterre. Elle appartenait à un dinosaure appelé Ichthyosaurus. Grâce à cela, les scientifiques ont pu faire une découverte impressionnante. Avant, ils pensaient que l'Ichthyosaurus pouvait atteindre une longueur maximale d'environ 21 mètres. Mais après avoir étudié cette mâchoire, ils ont dû recalculer la taille de la créature. Et ils ont conclu que l'Ichthyosaurus pouvait mesurer jusqu'à 26 mètres. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs de l'histoire de notre planète. Il vivait presque partout sur le globe, sauf près des pôles. Comment le savons-nous?
Parce que des dents de mégalodon apparaissent encore aujourd'hui de temps en temps sur les plages. L'une de ces dents stupéfiantes, qui mesurait bien plus de 50 cm, a été découverte dans une rivière en Croatie. Comme ces créatures ont disparu depuis environ 3 millions d'années, leurs dents sont très prisées par les collectionneurs de fossiles. Un bonhomme Lego géant échoué sur un rivage, je n'aurais jamais cru entendre parler d'une telle chose. Pourtant, il s'avère que cela n'est pas arrivé qu'une seule fois. Il y a eu 4 de ces bonhommes Lego géants au total, chacun mesurant environ 2,40 m. L'un d'eux a été trouvé en Angleterre et un autre aux Pays-Bas, tandis que les 2 autres sont apparus en Floride et en Californie. Il ne s'agissait sûrement pas d'une coïncidence, et après quelques recherches, les gens ont découvert qu'un artiste néerlandais était derrière tout cela. Il s'agissait de l'œuvre d'un certain Ego Leonard. Un court-métrage a même été réalisé sur le sujet. Il porte le titre de No Real Than You Are. Cette phrase était écrite sur chacun des 4 bonhommes Lego envoyés en mer. En 2012, un paquet de plus de 50 lettres a été retrouvé sur la plage d'Atlantic Island dans le New Jersey. Cela s'est produit peu après le passage de l'ouragan Sandy dans la région. Un garçon de 14 ans a trouvé les lettres et les a données à sa mère. Elle en a été tellement émue qu'elle a décidé de les faire sécher soigneusement et de les rendre à leur propriétaire. Ces lettres avaient été écrites par 2 personnes nommées Dorothy et Lynn. Elles étaient datées de 1942 à 1948. La dernière fut écrite une semaine avant leur mariage. Avec l'aide d'un site de généalogie en ligne, la femme a réussi à joindre Dorothy et lui a remis son courrier à 88 ans. Elle vivait désormais dans une maison de retraite. Au Royaume-Uni, il y a environ 115 000 boîtes aux lettres, dont certaines se trouvent dans des endroits plutôt étranges. Regardez ici. Nous sommes sur un tronçon désert de la lande de Caithness. Et là, en plein milieu de nulle part, entre cette carrière et la lande, nous trouvons encore une boîte aux lettres solitaire. C'est Chris Aitken, un enseignant de la région, qui est tombé sur cette bizarrerie près de Worth Hill, à proximité de John O'Groats. John O'Groats est un petit village à 4 km au nord-est de Canis Bay, dans le comté historique de Caithness, en Écosse. Le village lui-même est populaire auprès des touristes, mais seulement environ 300 personnes y habitent de manière permanente. Cependant, on y trouve quand même une jolie boîte aux lettres. Mais qui donc a tant besoin d'un tel service sur une colline perdue? Quand Chris a partagé sa photo sur Internet, quelqu'un a lancé une théorie. Il y a quelque temps, un entrepreneur vendait de minuscules parcelles de terrain autour de Camster. Il prétendait que les acheteurs deviendraient les seigneurs de leur petit bout de terre. Cela explique-t-il la présence de cette boîte aux lettres? La boîte, fièrement estampillée « Propriété de John O'Groats », porte également le nom de Thorsten Sommer ainsi qu'une adresse en Allemagne. Il y a un code PIN sur le devant, mais lorsque Chris l'a ouverte, tout ce qu'il a trouvé était un lien vers un site web. Le site présente des photos de Sommer agitant un drapeau écossais et parlant de son amour pour l'Écosse, se qualifiant lui-même de vieil écossais. Chris a essayé de se renseigner via le site web, mais il n'a jamais reçu de réponse. Cela pourrait être lié à l'achat rapporté par Sommer d'une petite parcelle de terrain, mais la vente de titres de propriété écossais est souvent perçue comme de l'escroquerie, car l'acheteur ne reçoit en vérité aucun titre légal. La zone autour de Worth Hill a également connu récemment une intervention policière, après la découverte d'un corps dans les environs. Doit-on faire un lien avec cette mystérieuse boîte aux lettres? Mais laissons ces histoires aux vrais inspecteurs et détectives. Et plongeons à présent dans la haute couture, d'accord? Vous êtes peut-être tombé sur cette image loufoque qui fait le tour d'Internet, et selon laquelle il y aurait une boutique éphémère Prada dans le désert du Texas. Eh bien, c'est en quelque sorte vrai et faux tout à la fois. Oui, il y a bien une boutique, en quelque sorte. Elle présentait toute une gamme de produits Prada pour une valeur approchant les 80 000 $. Et devinez quoi? C'est Miuccia Prada elle-même qui avait choisi les articles. Mais il n'était pas possible d'y acheter quoi que ce soit. Pas de caissier, pas de vendeur. C'était comme si l'endroit était fermé de manière permanente. La surprise? Il s'agissait en réalité d'une installation artistique, fabriquée entièrement à partir de matériaux biodégradables. Elle a été conçue pour se fondre progressivement dans la nature, une métaphore amusante de notre culture consumériste moderne. Mais pourquoi exposer des biens que personne ne peut acheter? Une métaphore pour le charme insaisissable du luxe. Elle était destinée à se détériorer tranquillement. Mais l'engouement créé a suscité un flux si inattendu de visiteurs que les choses ont vite dégénéré. Après avoir tenté de repousser plusieurs voleurs potentiels, les artistes ont dû admettre leur défaite. Désormais, le lieu se laisse docilement photographier et attire toutes sortes de personnes, des touristes comme des célébrités.
Bien, vous pouvez trouver un sac de marque dans le désert, mais pouvez-vous, disons, trouver une voiture dans les grottes galloises? La réponse est oui, mais vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'une seule voiture, mais d'un grand nombre de véhicules. La caverne des âmes perdues est une grotte abandonnée nichée dans le joli pays de Galles. Autrefois, c'était une mine ardoisière. Les ouvriers y extrayaient des tonnes d'ardoise, qui partaient ensuite aux quatre coins du pays sur les voies étroites de la région. Mais lorsque cette industrie a disparu il y a de cela plusieurs décennies, la mine a été fermée. Si vous osez y entrer, ce que je ne recommande franchement pas, vous découvrirez deux grandes salles, et l'une d'entre elles est particulièrement remarquable. La salle principale s'enfonce à environ 20 mètres de profondeur, et est en partie submergée, avec juste une petite ouverture au-dessus. Depuis la fermeture de la mine, les habitants et le conseil municipal ont profité de cette ouverture pour jeter toutes sortes de choses indésirables dans la mine. Vous trouverez de tout, des réfrigérateurs, des télévisions, et même des voitures entassées dans un coin. Ce qui rend la caverne des âmes perdues si spéciale, c'est le faisceau de lumière qui plonge en son cœur, éclairant l'énorme tas de voitures et de métal saccagé. L'eau, lorsque cette lumière vient la toucher, brille d'un vert turquoise éblouissant, et on peut voir de magnifiques reflets sur sa surface immobile. De temps en temps, un fragment d'ardoise tombe dans l'eau, brisant le silence et envoyant des ondes dans toute la caverne. Voici une autre découverte étrange faite au pays de Galles. Un monolithe argenté et brillant de 3 mètres est récemment apparu sur Hay Bluff à Powys, et il a vraiment piqué la curiosité des internautes. C'est au cours d'une randonnée qu'un certain Craig Muir est tombé dessus par hasard, et il a affirmé qu'il semblait tout droit tomber de l'espace. Il est fait d'acier chirurgical, ne porte aucune marque et est extrêmement bien fabriqué, sans soudure visible. La découverte de ce randonneur rappelle ces mystérieux monolithes qui ont surgi un peu partout dans le monde en 2020, créant un certain émoi sur Internet. Richard Haynes, un habitant de la région, a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une installation scientifique, mais le règlement du parc national interdisant les structures non autorisées, il se peut bien qu'il ne reste pas là très longtemps. Comme il n'y a aucun sentier dans les environs immédiats, Muir suppose qu'il a pu être amené ici par un groupe de personnes ou même déposé par un hélicoptère. Ce n'est pas la première fois qu'un tel monolithe est apparu de manière si étrange. On en a aperçu de semblables dans l'Utah, sur l'île de White, et même à Glastonbury Tor. L'un d'eux portait une marque humoristique, pas Banksy. Il est toutefois possible que cet artiste célèbre en soit l'auteur. Le Royaume-Uni est le pays où l'on trouve le plus grand nombre d'œuvres de Banksy. En 2023, il y en avait 70. Rien d'étonnant, puisqu'il serait apparemment britannique et est né à Bristol. Le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, qui est le désert non polaire le plus sec de la Terre, présente une vue étrange au kilomètre 1309 de la route panaméricaine. Une main géante en ciment qui s'élève à 11 mètres au-dessus du sable. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un monstre sorti de terre pour vous attirer par les chevilles dans un monde souterrain. Ce n'est pas non plus la relique ancienne d'une civilisation perdue. Un sculpteur professionnel a créé ce petit monument original en 1992. Malgré son emplacement isolé, la main est souvent la victime de graffitis, de sorte que des bénévoles doivent la nettoyer 2 fois par an. Au fait, ce n'est pas le seul monument de ce genre. Le même sculpteur a créé une main similaire à Punta del Este, en Uruguay. On l'appelle « l'homme émergent à la vie », et elle représente l'idée selon laquelle un géant tiendrait toute l'Amérique du Sud d'une main ferme. Pourquoi pas? Voici à présent une gigantesque sphère de pierre cachée dans la forêt de la vallée de Visoko, en Bosnie. Qu'en pensez-vous? Est-ce une relique ancienne ou une installation d'art moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais pour être entièrement honnête avec vous, comme je le suis toujours, personne ne connaît la vérité à son sujet. Les experts pensent pour que cette sphère, qui mesure environ 3 mètres de diamètre, est simplement une formation rocheuse naturelle, une concrétion. Ces boules possèdent cette couleur rougeâtre en raison d'une forte teneur en fer, et c'est une lente agglutination de particules minérales qui leur donne cette forme si particulière. Bien que les concrétions puissent prendre des formes plutôt surprenantes, le processus exact de leur formation reste quelque peu mystérieux. Ensuite, nous avons cet archéologue, souvent surnommé l'Indiana Jones bosnien, qui affirme qu'il s'agit en réalité d'un artefact créé par l'homme il y a plus de 1000 ans. On trouve toutefois ce genre de concrétion sphérique dans d'autres endroits que la Bosnie. Vous pouvez en trouver partout dans le monde. Prenez, par exemple, les célèbres boulders de Moeraki en Nouvelle-Zélande. Des pierres massives et rondes ayant plus de 60 millions d'années.
Il y a aussi des concrétions en forme de boulets de canon dans le Dakota du Nord. Et n'oublions pas les sphères de pierre façonnées par les Dikis au Costa Rica, fruit d'un travail virtuose, un magnifique témoignage de la créativité humaine. Donc, bien que la sphère bosniaque soit très intrigante, c'est probablement juste une concrétion ancienne et non le vestige d'une civilisation perdue. Dommage. Certaines choses sont si bien cachées qu'il faut descendre au fond de la mer pour les apercevoir. Autrefois un lieu de plaisir hédoniste pour l'élite romaine, Baïse était un peu le Las Vegas de son époque. Mais aujourd'hui, ses ruines se trouvent sous l'eau. Cette station thermale prospérait grâce à ses sources chaudes volcaniques et attirait des personnalités telles que Néron et César, qui y construisirent même des villas de vacances. Cependant, au 8e siècle, Baïse a perdu une bataille et elle fut ensuite abandonnée. Alors que le niveau de l'eau montait, une grande partie de la ville a été engloutie sous la baie. Vous pouvez désormais explorer les ruines antiques de Baïse dans l'un des rares parcs archéologiques sous-marins de la planète. Retenez votre souffle. As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burin en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones
n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmitt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmitt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau, le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercle et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question
ce que nous croyions auparavant et d'utiliser de nouvelles preuves et différentes façons de penser. Ainsi, il pourrait y avoir un groupe de personnes vivantes dans cette région qui ne restaient pas au même endroit tout le temps. Ils se déplaçaient un peu mais avaient tout de même une culture propre, vivant dans la région de manière semi-sédentaire. Göbekli Tepe n'est pas seulement l'emplacement d'un temple unique, mais aussi d'une incroyable collection de plus de 20 structures anciennes. À mesure que les archéologues sondent les profondeurs de cette merveille, ils en comprennent la disposition unique, avec 2 points focaux proéminents au cœur de chaque fondation, complétés par des structures plus petites et des murs de partage. Ce qui était encore plus fou, c'est que l'on compte également plus de 200 obélisques dans les parages. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère, et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'il creusait dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional, Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an,
à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, nommé 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années.
Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. Les étés au Moyen-Orient sont si intenses qu'ils transforment radicalement le paysage, faisant ressurgir d'anciennes cités oubliées. En 2018, une ville construite par un mystérieux empire le long du fleuve Tigre a été libérée de son piège aquatique. Les archéologues se sont précipités sur le site, ne voulant pas manquer cette occasion unique de fouiller et d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette cité. Ils pensaient avoir découvert Zakiku, une ville de l'âge du bronze, fondée il y a plus de 3000 ans et submergée dans les années 80 lors de la construction du barrage de Mossoul. Autrefois un centre caravanier prospère du royaume Mitanni, elle disposait d'eau en relative abondance, une ressource rare dans la région, garantissant ainsi son succès. Les connaissances sur ce royaume demeurent limitées, car aucune chronique écrite n'a été trouvée lors des fouilles. C'est pourquoi les archéologues étaient enchantés de découvrir le palais complet autrefois occupé par leur souverain. Quelques années plus tard, après un nouvel assèchement de la région, ils ont mis au jour des fortifications protégeant la ville des envahisseurs. La découverte majeure de leur expédition fut un immense entrepôt public contenant des marchandises et des récoltes, des piles de blé et d'orge, ainsi que des métaux et du bois importés. Le pain constituait l'aliment de base des habitants, qui préparaient également de grandes marmites de soupe et des ragoûts de légumes. Chaque foyer élevait des moutons, des chèvres, des vaches et des porcs, assurant une source régulière de lait et de viande pour les grandes occasions. Toutes les constructions découvertes jusqu'à présent ont été édifiées à partir de briques en terre crue. Les murs, submergés pendant plus de 40 ans, sont remarquablement bien préservés, comme s'ils avaient été engloutis l'avant-veille. Le palais royal se distingue par sa taille, ses murs plus épais, et ses pavés également faits de briques de boue cuites et scellées pour être imperméables. Le souverain devait entretenir de bonnes relations avec celui du Grand Empire, dont Zakiku était tributaire. Les commerçants de la ville collectaient des poutres de bois qu'ils entreposaient. Celles-ci provenaient des forêts des montagnes situées au nord et à l'est de la Mésopotamie, et étaient acheminées par le Tigre. Les marchands venaient y écouler leurs marchandises avant de traverser le fleuve vers les régions frontalières. Zakiku aura été un centre de commerce prospère pendant environ 6 siècles, jusqu'à ce qu'un séisme dévastateur la frappe en 1350. Les archéologues ont retrouvé 5 vases en céramique contenant plus de 100 tablettes d'argile, fabriquées peu après le séisme. Il est presque miraculeux que ces petites tablettes d'argile non cuites aient survécu sous l'eau pendant des décennies. Les créateurs de ces tablettes ont gravé des notes sur l'argile encore humide, traitant de sujets tels que l'inventaire des nouvelles récoltes ou témoignant de leur correspondance avec d'autres royaumes. Une fois les notes gravées, ils les laissaient sécher au soleil. Les scribes devaient également apprendre de nouvelles langues afin que les messages puissent être compris par des personnes étrangères à la cité. Les chercheurs pensent que les tablettes découvertes faisaient partie d'une archive privée. Ils espèrent pouvoir déchiffrer ces textes afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de Zakiku et de son royaume après ce séisme dévastateur. Les dégâts infligés au bâtiment étaient tels qu'il était impossible de redonner à Zakiku sa splendeur passée. Les éventuels survivants ont été contraints de quitter la ville. Des décennies plus tard, les Assyriens, également originaires de Mésopotamie, se sont établis sur ces ruines. Ils ont érigé leurs propres habitations en utilisant les structures préexistantes comme enceintes extérieures. Toutefois, leur présence n'aura duré que 50 ans avant qu'ils ne décident de bâtir une nouvelle capitale sur des terres plus fertiles, espérant ainsi prospérer grâce à l'agriculture. Les archéologues qui travaillaient à Zakiku ont dû interrompre leurs fouilles lorsque le niveau de l'eau est remonté, submergeant de nouveau la ville. Ils ont protégé les ruines en les recouvrant de feuilles de plastique étanches, puis de pierres et de gravier, espérant ainsi les préserver de l'érosion aquatique et éviter leur disparition totale. Conscients de l'importance cruciale de l'eau du barrage pour la région, ils prévoient de reprendre les fouilles dès que l'eau se sera de nouveau retirée. Il y a environ 1600 ans, une communauté florissante vivait le long de la rivière Nia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert du Taklamakan, en République populaire de Chine. Cette rivière, alimentée par la fonte des neiges des montagnes,
serpentaient à travers le désert sur des kilomètres. Après 3 ans de travail acharné, les archéologues sont parvenus à exhumer 8 tombes, où la chaleur désertique avait parfaitement conservé les vêtements et les objets qu'elles contenaient. Les personnes inhumées devaient appartenir à l'ancienne cité de Nia, un centre autrefois prospère du royaume, situé sur la route de la soie, et qui abritait plus de 3000 âmes avant d'être englouti par les sables du désert. Les ruines de Nia n'ont été découvertes qu'en 1901. Depuis, des scientifiques du monde entier ont tenté de percer les secrets de cette cité. Les tombes découvertes à la fin du XXe siècle semblent avoir appartenu à des membres de l'élite, comme en témoignent les objets luxueux retrouvés. Un carquois et un arc, des pointes de flèches en métal, des boucles d'oreilles en or, un collier de perles de verre, une boîte laquée contenant un peigne, du maquillage et un nécessaire de couture. De la soie de très haute qualité a également été retrouvée, avec des couleurs éclatantes comme le vert et le jaune, demeurées étonnamment intactes. Le tissu comportait également des caractères chinois, citant des ouvrages historiques, ce qui a permis aux scientifiques de dater sa fabrication. Plus tard, les archéologues ont mis au jour un vaste site d'habitation et ont dégagé 3 bâtiments en ruine. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour comprendre pourquoi la ville a périclité et ce qu'il est advenu de ses habitants. Des archéologues saoudiens et français ont uni leurs efforts près de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et y ont découvert une ancienne colonie datant de 8000 ans. Ils ont eu recours à des technologies de pointe, telles que la numérisation laser, les drones et la photographie aérienne pour révéler ce trésor de l'ère néolithique. Dans ce site archéologique important, ils ont excavé un temple de pierre, les vestiges d'un autel et plus de 2000 sépultures, offrant ainsi un précieux aperçu des anciens rituels. L'équipe a également découvert les fondations de 4 bâtiments imposants, des tours d'angle et des cours extérieures, toutes dotées de réservoirs souterrains pour stocker l'eau destinée à l'agriculture. Un ingénieux système d'irrigation, comprenant des canaux et des citernes, permettait à la ville de prospérer dans l'un des déserts les plus arides au monde. Des dessins rupestres, gravés à même la montagne voisine, illustrent la vie quotidienne des habitants. Les fouilles, en cours depuis plus de 40 ans, continuent de révéler de nouveaux artefacts, offrant toujours plus de réponses aux questions des chercheurs. Des pêcheurs ont découvert des ossements, des outils et des artefacts datant de 9000 ans au fond de la mer du Nord. Des archéologues et des paléontologues britanniques et néerlandais se sont précipités pour examiner ces découvertes, espérant y découvrir des traces du Doggerland submergé. Ils n'ont pas été déçus et ont même découvert des empreintes parfaites laissées par les hommes du Mésolithique. Il y a 12 000 ans, lors de la dernière grande période glaciaire, les îles britanniques n'étaient mais pas du tout des îles. Elles faisaient partie d'une vaste terre composée de collines, de marécages et de forêts denses qui les reliaient au continent européen. Cette terre, appelée Doggerland, abritait une société de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cependant, avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a commencé à s'élever à une vitesse d'1 à 2 mètres par siècle, forçant les habitants à migrer vers les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Angleterre et aux Pays-Bas. Les experts ont alors décidé d'explorer l'histoire de Doggerland en exploitant les données fournies par les compagnies pétrolières opérant en mer du Nord. Jusqu'à présent, ils ont créé des modèles numériques représentant les 47 000 km² que couvrait Doggerland avant sa submersion. Ils doivent encore analyser des échantillons d'anciens insectes et de plantes préhistoriques ainsi que l'ADN des animaux retrouvés pour obtenir une image complète de cette région disparue. Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... quel est le mot? Ah oui, classée, à moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas et il devait être publié par Emerson House en 1965 jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre.
et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages, soit 1/5 de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu. Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Il pense que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Il pense que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores, et il fonde cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska et que le pôle Sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques et ils seront toujours le Nord et le Sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons, elle pointerait plutôt vers le Sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques nord et sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans. Et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation. Les scientifiques ont trouvé des os de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du Drias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream. Des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai? Le document décrit également la grande pyramide de Gizeh comme une véritable énigme. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre, placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite, et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides.
et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas non plus de pyramide, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. Monsieur Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierre, parlons d'un autre mystère. Le temple de Bacchus, à Baalbek au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trilithes de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attends d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Baalbek au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues Moai, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi. Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu, et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements des pôles. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles, entraînant l'extinction de civilisations entières, n'est tout simplement pas possible.